Une bande, des appartes, le mien souvent, où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Bonjour, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Je sais que tu n'aimes pas trop les présentations, mais est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis, difficile de dire qui on est, mais ce que je fais, je peux te le dire. Ça pourrait être une citation Pinterest, hein, ça, c'est magnifique. Yeah, je commence bien alors. J'adore. Donc, je suis la fondatrice de Chameleon Box. Donc, c'est une entreprise sur Internet qui permet d'acheter des box de nail art pour apprendre à faire du nail art soi-même et de façon hyper facile. Vraiment, c'est accessible à tous. L'idée, elle m'est venue parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui adoraient... Enfin, pas tout le monde, mais quelques personnes qui adoraient le nail art. Et c'était pas toujours évident de savoir comment faire un nail art. C'est vrai qu'on passe son temps à scroller sur Insta ou Pinterest, à se dire « Ah, mais c'est trop beau, j'aimerais trop le faire, mais je sais pas avec quel vernis, exactement quelle couleur, quel accessoire, etc. » Donc l'idée, c'était vraiment de proposer une boîte complète avec des vernis, des accessoires, tout éthique, et surtout des tutos hyper précis avec une petite voix off qui explique pas à pas, mais pas trop longue ni trop courte. Et donc voilà, comme ça, j'ai lancé les box Chameleon. Super stylé, on va en reparler tout à l'heure, mais j'adore l'idée. Puis ça nous change un peu, tu sais, des vidéos, parce qu'il y a des vidéos plus courtes où t'as des astuces soi-disant faciles, mais improbables, du style réparer une voiture avec des nouilles, et tu les vois faire ça en 10 secondes, et toi, quand tu le refais, tu dis ça ne marche pas, j'ai à présent des nouilles dans ma voiture et j'ai toujours un trou dedans. Super. Totalement improbable. Non, mais effectivement, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'avoir des tutos hyper précis et pas juste en accéléré comme un Reels de 15 secondes ou de 30 secondes où en fait, à la fin, c'est bien beau, mais tu sais toujours pas comment le faire. C'est ça, je pense qu'on rencontre tous le problème sur certains make-up et tout, d'influenceuses. Tu dis, waouh, c'est super beau. Et quand tu le fais, tu te dis, je crois qu'il manque une étape là. Mais bon. J'ai un œil plus coloré que l'autre, je sais pas pourquoi. C'est étrange. Et comme Bande Apart, c'est un peu les conversations, tu sais, qu'on a en soirée, dans la cuisine, où on philosophe un peu sur tout. Toi, t'es quel type de personne en soirée ? Est-ce que t'es le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde, qui est sur le dance floor, la number one, tu vois, sur du Beyoncé ou je ne sais quoi ? Est-ce que tu es plutôt celle qui est dans son coin et qui observe les autres en train de justement danser ou faire n'importe quoi, parce qu'il y en a aussi ? Ou est-ce que t'es plutôt la grande penseuse qui va réfléchir sur le sens de la vie, le sens de son identité à 4h du mat ? Alors, je crois que je suis un peu le 2 et la 3. Je suis plutôt dans mon coin à me dire mais qu'est-ce que je fous dans cette soirée qui au final me plaît pas tant que ça ? Pourquoi il y en a une qui se prend pour Beyoncé en train de danser ? Je ne te dirai pas qui je suis, mais je me sens visée là. Je me dis Non, en vrai, j'observe beaucoup les gens, que ce soit en soirée ou dans les transports en commun, donc... Moi aussi, je fais ça dans les transports. J'adore. Tu essaies d'imaginer la vie des gens, c'est trop bien. Tu m'as retiré les mots de la bouche, c'est exactement ça. Tu dis, alors lui, il est chef d'affaires, il va dans une entreprise du 440, elle attend son mec, elle vient de se faire larguer, lui, il va en soirée, il est encore déchiré en fait. Tu vois, tu peux vraiment t'imaginer des vies en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de rencontrer des gens ? Ça y est, on est déjà en train de partir sur un sujet à côté. Mais j'ai déjà vu genre des gens dans le tram m'imaginer leur vie, puis tu vois au final ils rejoignaient quelqu'un ou je les voyais en entreprise, bon c'est improbable, ça arrive très rarement, et au final ils avaient pas forcément le profil que je m'étais imaginé en les regardant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi ? Honnêtement non, parce que comme tu dis, généralement ils descendent avant ou après toi, donc tu ne les recroises jamais et tu ne sauras jamais si effectivement c'était un grand patron du CAC 40 ou juste un salarié dans le monop du coin, tu ne sais pas. Ça aurait pu être bien. Et comme là on parle un peu de notre passion pour l'observation des gens,
Aujourd'hui, on va également parler de passion, mais par rapport au métier, en fait. Parce que c'est vrai que toi, du coup, tu fais quelque chose que t'aimes faire et pour lesquels t'as une vraie affinité. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours ? Oui, est-ce que vous êtes bien installés ? Est-ce que vous avez pris un petit thé, etc. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? J'adore. Donc effectivement, en fait, j'ai depuis toute petite, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. C'est-à-dire que même enfant, j'étais pas le genre de gamine à dire je rêve d'être boulangère comme tous les enfants ou vétérinaire ou que sais-je. Non, vraiment, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Après mon bac, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais rentrer assez rapidement dans le monde du travail. Et c'est toujours pareil, on est obligé de prendre des choix, je crois, sur le premier trimestre, et je trouve que c'est hyper compliqué. Et comme je voulais vite travailler, je me suis dit il faut que je trouve je cherche une voie, une facilité. J'ai l'impression d'être sur Motus, tu vois. Voilà, un diplôme. Ouais. Ah, j'étais loin. Je n'ai pas gagné. Un diplôme assez court, et donc je suis tombée sur un BTS gestion entreprise et administration. En fait, en deuxième année, il y avait l'option RH. Je me suis dit c'est bien. Au bout de 2 ans, j'aurai mon job, je serai tranquille. Donc je suis partie là-dedans. Au bout de 3 mois, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça me convenait absolument pas du tout. Et donc c'est mon copain qui m'a dit pourquoi tu partirais pas en apprentissage ? Comme ça, au moins, tu seras tout de suite dans le monde du travail. Et donc, j'ai regardé ce qui se faisait. Je suis tombée sur CAP coiffure. Je me suis dit, CAP coiffure, c'est cool. Je vais pouvoir apprendre à me coiffer en même temps. Avant, tu n'étais jamais coiffée, en fait. Voilà, c'est ça, c'était le bon deal. Et donc j'ai fait mon année de CAP coiffure en sachant que c'était en 1 an au lieu de 2 parce que j'avais déjà un bac. Et donc j'ai eu mon CAP, j'ai continué avec ce qu'on appelle la mention complémentaire. Sauf que à ce moment-là, j'ai déclenché une allergie au niveau des mains, c'est-à-dire qu'en fait le fait de toucher un cheveu coloré, j'avais de l'eczéma sur les doigts. Donc c'est pas pratique. C'est pas pratique, donc ça a été déclaré en maladie professionnelle. On était au mois d'août, je me suis dit il est hors de question que je fasse une année sabbatique, surtout que j'ai absolument envie de travailler. Donc je me suis dit je fais quoi ? CAP esthétique, c'est un peu la même chose, on verra bien. Enfin vraiment la fille complètement paumée mais qui tente le tout pour le tout. Qui est paumée, mais tu vas quand même, c'est bien. Parce oui, que voilà, c'est ça, c'est que je suis un peu, peut-être pas fonceuse, mais je me laisse pas abattre. Voilà, c'est ça. Donc CAP esthétique, très vite, je me rends compte que j'ai une attirance pour tout ce qui est manucure. Honnêtement, soins visage, soins corps, épilation, maquillage, mais ça me plaisait pas du tout. Et comme c'est des CAP en 1 an, on fait des stages. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un stage chez une prothésiste ongulaire. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, mais c'est trop ça que je veux faire. Donc en fait, c'était une nana qui était toute seule dans son petit institut. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'était il y a... pas loin de 10 ans maintenant, elle faisait des ongles en résine, mais elle faisait les ongles vraiment sur mesure avec un peu de poudre et un peu de liquide, et elle façonnait l'ongle sur les ongles de la cliente. Et donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant, et donc j'ai développé cette passion pour les ongles, et puis aussi en cours de CAP esthétique, on faisait un peu de nail art, et vraiment ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire ça de ma vie. Et donc, la chance a tapé à ma porte. La chance est arrivée, elle a dit « Coucou Maud, je suis là pour toi !» Tu ne savais pas ce que tu voulais faire depuis des années ? Eh bien, bonjour, c'est Pôle emploi. Pôle emploi a téléphoné donc à cette personne qui tenait ce salon, qui s'appelait Virginie, on peut dire son nom, et qui lui a dit si vous embauchez... Virginie, bonjour, je ne la connais absolument pas, mais je lui fais coucou. C'est gentil, je ne sais pas si un jour elle entendra ce podcast, mais au moins ça lui fera plaisir. Tu pourras lui envoyer, il y a un coucou à toi à 10 minutes 20. J'ai 10 minutes 20, mais comme il y aura du montage, je ne sais même pas si ce sera 10 minutes 20.
On verra Ne lui bien. dis pas ça. Non, on lui dit pas. Et donc, en fait, Pôle emploi lui dit, en ce moment, on a des enveloppes. Si vous embauchez un jeune en CDI à mi-temps, on vous exonère les charges patronales. Donc, trop bien. Donc elle m'en parle, bah forcément je suis carrément partante parce que en plus d'avoir trouvé ce que je voulais faire, enfin c'était vraiment une très très belle personne, enfin vraiment au top topissime. Et donc elle me dit bah écoute, tu passes ton CAP, on était à peu près au mois d'avril. Tu passes ton CAP donc au mois de juin. Après bah si tu l'as, tu pars en formation pour apprendre le métier de prothésiste ongulaire et puis c'est parti pour un CDI comme ça quoi. Le truc improbable. Donc bah tout se passe effectivement comme je le souhaite. J'ai mon CAP, je fais ma formation sur Paris, donc en sachant que je ne suis pas sur Paris. Et alors c'est le genre de formation où c'est genre une semaine 1000 balles, les trucs qu'on adore. Et qui font pas plaisir au porte-monnaie. Voilà, c'est ça. Et puis on signe notre contrat de travail et comme c'est Pôle emploi qui a amené aussi une aide, c'est un contrat qu'on doit faire signer à Pôle emploi et donc on envoie le contrat de travail à Pôle emploi et là Pôle emploi la rappelle en disant mais nous n'avons plus l'enveloppe. Oh non non non. Oh non. Oh yes. Non 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 non, je fais la musique TikTok mais je me dis ça va, j'ai reconnu. Non, je sais pas. Hein. Tout le monde n'aime pas TikTok. Est-ce que donc du coup, tu vois, ça va m'inspirer. Future question. Aimes-tu TikTok? Es-tu team TikTok ou pas? Est-ce que j'aime? Je peux pas dire que j'aime. Elle va me clasher. Non, mais en vrai, je m'y suis mise un peu pour le business. Non, mais je comprends. En vrai, je trouve qu'il y a plein de vidéos, justement, ce que tu disais, je connaissais pas le terme, et j'ai vu plein de vidéos sur TikTok et je trouvais ça passionnant. Vraiment, j'ai une passion pour les vidéos d'oncles en résine. Je sais pas pourquoi, ça me relaxe, je suis pas bien, je regarde ça, je suis contente. Bah donc, tu vois, c'est grâce à moi, peut-être que tu vas trouver aussi ta passion dans tout ce que je te raconte. Je sais pas si je serais aussi douée que toi, par contre. Je te laisse être aussi douée sur ce domaine-là. Non, je suis peut-être pas si douée que ça. Hein. Quand on aime, on n'est pas forcément très doué. Non, je déconne. Et du coup, team TikTok ou pas? Team TikTok, non, honnêtement non, parce que si j'avais pas de business, je serais pas dessus. Franchement. Ouais, je comprends. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, peut-être qu'elle n'aura pas la ref. Peut-être qu'elle l'aura. Si je l'ai, parce que je cherche plein de petites musiques et justement j'essaye de capter des petits challenges qui sont normalement faits avec des personnes debout en train de danser. J'essaie de les réadapter avec du vernis et il y a bientôt d'ailleurs une petite vidéo qui va sortir, petit teasing. De regarder ça carrément. Bah écoute, si t'as besoin de vidéos de musique TikTok, je peux te les réinterpréter avec ma voix. Bah, oh non, oh non, non. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Les gens ils vont se dire bizarre sa chanteuse par contre. Non, ça peut être un concept. Hein. Tu vas buzzer grâce à ça, j'ai hâte de faire ça et moi je vais être chanteuse TikTok. Nouveau concept. Allez, on change. Et du coup, oui, je te laisse. Et donc Pôle emploi nous annonce donc une super mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont plus l'enveloppe et clairement tout de suite donc Virginie me dit mais moi si j'ai plus l'enveloppe je peux pas te garder. Donc là c'est la grosse descente parce que je me dis enfin c'était mon job de rêve, tout de suite on me propose un CDI, je signe le CDI mais en fait ben non Maud, on peut plus. Donc honnêtement, on a remué ciel et terre. Hein. On a contacté des conseillers régionaux, machin, etc. Il y a même Pôle emploi qui a fini par me convoquer en me disant on peut savoir pourquoi on reçoit des courriers des députés. Tellement on les a J'ai envoyé un message à Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron, à tout le monde. Enfin bref, donc même en faisant ça, ben il y avait rien à faire. Il y a plus d'enveloppe. Hein. Je suis même allée voir une juriste. Elle m'a dit bah si vous voulez porter plainte, c'est contre Sarko. Bon bah merci. Yes, super. Je pense qu'en plus là, il aurait déjà eu beaucoup de choses à faire. Oui, n'est-ce pas? Et donc
je me dis bon, bref, je suis au bout de ma vie, mais en même temps, je lâche rien. Je me dis bon bah, je vais essayer de trouver une autre boîte qui pourrait m'embaucher. Sauf que moi, je suis pas sur Paris. Ça commence tout juste à arriver en France. Donc forcément, il y en a quelques-uns dans ma ville. Donc j'habite sur Amiens. Il y en a quelques. C'était en quelle année ça, du coup, environ 2012-2013, je dirais. Un truc comme ça, ouais, 2012, sûr, 2012. Et 2012 ou 2011 ? Ah là là. Bon bref, peu importe, dans ces eaux-là, quoi. Entre 2011 et 2013. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que c'était pas 2013, mais Non, bah c'était 2011 en fait, je crois. Oh bref. En 5 minutes, elle va me dire en 2009. Non, mais en fait, en plus, on s'en fout. Hein. On va pas débattre sur une date. Non, mais la date exacte, c'est pas très. Enfin, quand je dis c'est important, c'est pour un peu resituer. Oui, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, c'est quand même vachement plus répandu. Et du coup, je me disais, jusqu'à quand c'était moins. Oui, effectivement. Moins répandu. Mais bon, c'était soit fin 2011, soit début 2012. Mais c'était fin 2011 parce que c'était en octobre. Je me souviens, mon contrat de travail, du coup, il était du 1er au 14 octobre, donc ça devait être forcément 2011. Pourquoi ? Parce que je me rappelle de la date d'après que je vais bientôt énoncer. Ouh, le teasing. Tu es la pro du teasing, toi. Et donc, bon bah voilà, impossible de trouver du travail, donc je me dis, je vais me mettre à mon compte. Et sauf que en fait, il y en a qui diraient pas ouais c'est bien, sauf que moi j'étais quelqu'un de hyper introverti. À aucun moment dans ma vie je me suis dit j'ai trop envie de me mettre à mon compte, parce que c'est vrai que je me suis présentée en tant que quelqu'un qui était déjà à son compte, donc on pourrait se dire ouais c'est la nana, elle fait ça toute sa vie, mais pas du tout. C'était vraiment pas un truc sur lequel j'aurais pensé faire un jour, mais je voulais tellement faire ce métier que je me suis dit y a pas le choix, faut que je me mette à mon compte. Donc j'ai commencé à travailler ma marque, etc. Donc au mois de décembre, et donc je me rappelle que j'ai commencé en mars 2012. d'où ces dates. Et donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Et donc la passion m'a emmenée à me mettre à mon compte. Et finalement, je me dis, je me suis mis à mon compte plus par nécessité que par envie. Et après, je le regrette absolument pas du tout parce que c'était une super expérience. Ça te permet de te faire grandir, mais de dingue. Enfin, moi qui étais hyper introvertie, ça a été une très très belle expérience. Donc voilà, j'espère que votre petit thé est terminé. Non, on n'a pas fini. T'imagines, les gens ils se disent j'ai pas pris de thé en fait, elle est vraiment restée sur le principe du thé. Vous pouvez prendre un thé ou toute autre boisson, hein, on veut pas savoir ce que c'est. Ou sinon écrivez-nous, tiens, qu'est-ce que vous buvez pendant que vous écoutez Bande à part, ce serait intéressant de savoir. Hein, vous mettez ça en commentaire les gars. Et ça me fait beau que en fait tout ton résumé ça m'a fait me poser 10 000 questions. Déjà pour être sûr. Quand t'étais jeune, tu n'avais pas forcément la passion du nail art. Tu t'es jamais dit, en voyant, je sais pas, ta mère, ta grand-mère, tu t'es jamais dit, waouh, elles ont un super vernis. Non, je veux ça aussi. Mais vraiment jamais. Ma mère est quelqu'un qui ne se maquille pas, ou elle se maquille juste à Noël. Pour elle, les vêtements, c'est juste pour se sentir bien et pas pour être jolie. Donc honnêtement, puis j'avais pas de sœur, donc j'étais pas entourée. Ma grand-mère, elle mettait un peu du vernis, mais bon, voilà, c'était occasionnel. Oui, c'était occasionnel et jamais vraiment, c'est un truc, mais jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça un jour. C'est venu comme ça, par magie. En fait, l'amour, la passion, c'est vraiment développé. Je pose cette question parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous dit beaucoup ah, moi, j'ai toujours voulu faire ça et je le retrouve. Ou tu sais, même dans les bilans de compétences, on te dit qu'est-ce que t'aimais faire petite. Et toi, tu te dis, alors petite, j'aimais bien dessiner sur les murs. Donc du coup, je sais pas pourquoi je prends un accent en disant ça, tu vois. C'est un problème. Je pense que c'est la première fois que je le fais pendant le podcast, mais dans la vraie vie, je prends souvent des accents quand j'interprète des personnages. Donc désolée pour les auditeurs. C'est une première. C'est une première, j'inaugure ça. Mais je sais pas, il y a des passions qui sont un peu improbables, ou il y a des passions vraiment, il y a des gens qui ont toujours rêvé d'être infirmiers. J'ai une collègue, une pote plutôt que collègue, qui me racontait la dernière fois,
Moi, quand j'étais petite, je soignais mes poupées. J'ai toujours voulu faire infirmière. Et je trouve ça incroyablement beau. Mais c'est marrant parce que ton parcours, toi, ça s'est développé. Et tu penses que... Oui. Après, non, pardon. Après, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, c'est que j'ai quand même toujours été quelqu'un de hyper créative. Je pense que quoi qu'il en soit, si j'avais jamais découvert le nail art, j'aurais fait quelque chose de créatif. Ça, c'est une certitude. Parce que avant d'aller en seconde, j'avais envie de faire, donc après la troisième, je voulais faire une école dans la pub ou dans le design. Donc j'étais quand même vachement attirée par ces choses-là. Bon, après, tu me diras, c'est moins manuel, mais bon, c'est créatif par le cerveau. Donc il y avait quand même cette attirance pour la créativité quand même. Et je faisais un peu de dessin quand j'étais petite, mais c'était pas non plus des dessins de fou qu'on pourrait accrocher au mur de la maison. Je faisais pareil que toi. Quand on me dit qu'est-ce que t'aimais bien faire petite, j'aimais bien dessiner. Mais mes dessins, c'était vraiment quand je les regarde, je me dis oula. Alors que quand t'es petite, tu fais un truc, tu fais maman, regarde, j'ai dessiné ça. Et tu sais comment elle réagit et comment toi tu le vois. Tu te dis waouh, c'est une œuvre d'art. Peut-être que je vais être dessinatrice. Picasso, ce sera moi aussi. Tu vois, je vais me reconvertir dans la peinture. Pas du tout. Tu regardes tes dessins, tu dis jamais personne achètera ça. Même si je me prends de passion d'un coup pour le dessin. Complètement. Et je reviens aussi sur le nail art. Du coup, t'en as fait quand t'as commencé à voir en fait cette prothésiste, enfin parce qu'elle était du coup, tu peux me reprendre sur les termes. Oui, c'est bien ça, prothésiste ongulaire. Quand t'as commencé à avoir cette expérience avec la prothésiste, ou t'en faisais déjà un peu quand même avant? Alors j'ai vraiment commencé... Alors, de souvenirs, je me rappelle m'être un peu intéressée pendant que j'étais en CAP coiffure, mais vraiment, vraiment de loin. Et sinon, j'ai commencé avant de la voir elle, parce que en CAP esthétique, on apprend à faire du nail art parce que à l'examen, peut tomber faire un nail art sur un doigt. Donc, on apprend juste à faire un trait et 3 petits points, donc vraiment des trucs hyper basiques. Que je ne sais pas faire quand même, donc tu dis basique, mais moi j'en ai partout, à la fin mon doigt c'est Quasimodo. C'est ça, je me rappelle quand même que j'étais une des seules dans ma classe à vraiment adorer ça, et je croisais les doigts pour que le jour du diplôme, enfin pas le jour du diplôme, ça n'existe pas, le jour de l'examen, voilà, merci. Si, un jour de diplôme, si, mais déjà il faut avoir l'examen. Donc le jour de l'examen, je rêvais de tomber là-dessus parce que je savais que c'était quelque chose vraiment que je maîtrisais. En plus, je suis quelqu'un de très minutieuse, donc c'était... je crois que c'est vraiment au CAP esthétique que ça a commencé à me titiller, et après le stage chez cette Virginie qui vraiment... Chez Virginie qu'on embrasse. Voilà, encore. J'adore faire ça, tu sais. Non, mais je vais devoir vraiment lui envoyer le podcast. Je vais pas parler depuis 10 ans, mais c'est pas grave. Elle va dire, elle est bizarre, la nana qui t'a interviewé quand même, parce qu'elle me fait des bisous, tout ça. À la fin, je sais pas ce que je vais dire. Je viens chez toi, Virginie, j'arrive. Je vais t'interviewer. Et juste, du coup, c'était un signe du destin, en fait, déjà à ce moment-là. Oui, non, mais clairement. Et puis, je l'ai pas dit, mais en fait, il y avait une fille qui était dans ma classe qui avait fait ce stage, en fait, chez Virginie. Et donc, je savais qu'il y avait une fille qui avait fait un stage chez une prothésiste ongulaire, et je lui avais dit, tu l'as fait où? J'aimerais bien en faire un. Donc, aussi, c'est assez fou parce qu'elle aurait pu en faire un dans la boutique d'à côté, alors que non, c'était vraiment elle. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle. C'était le destin. Le destin. Les étoiles étaient alignées. Exact. Et par rapport au CAP esthétique, justement, ça m'intéresse parce que tu vois, à un moment, je m'étais aussi dit, bon là, je suis moins passionnée par le maquillage. Comme tu le vois, je ne suis pas maquillée, je n'ai pas de vernis, désolée. Moi non plus, regarde, je suis nue des ongles. Ah, nous sommes toutes les deux nues des ongles. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas forcément bonne presse, tu vois, alors qu'en plus, j'ai des potes, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait CAP coiffure, je pense, ou ils ont fait une école. En fait, c'est bien, je ne connais pas mes potes. Généralement, c'est des CAP. Hein. Je pense, mais j'ai l'impression que ça n'a pas bonne presse. Toi, du coup, comment tu l'as ressenti? Comment c'était un peu l'ambiance? Parce que je pense aussi que c'est important d'en parler. Comment ça se passe, en fait? Parce que moi, ce qui me ferait peur, c'est d'être, par exemple,
qu'avec des filles. Mais bref. Ouais, bah ça, je suis sororité, mais c'est plus des filles qui sont obsédées par l'apparence. Tu vois, moi-même, j'ai plein de stéréotypes. Oui. Essayons de les déconstruire. De les casser. Déjà, moi, il y a un truc quand même que j'ai trouvé dingue, et qui vraiment m'a surpris, c'est que les cours de CAP, donc on n'apprend pas que à couper les cheveux, on fait de la chimie, de la bio. Alors moi, je faisais pas de français ni de maths parce que j'étais sur un CAP en 1 an. Mais c'est super dur en fait. Enfin, en plus, moi, je venais d'un bac littéraire et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que les CAP, on les voit comme des vraiment pour les nunuches. Enfin, moi, mes parents, c'est pareil. Le jour où j'ai dit à mes parents que j'allais faire un CAP coiffure, ils se sont dit, t'es sûr de ce que tu fais là Normalement, CAP, c'est la voie de garage. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est mal vu. Après, moi, je pense que je suis quelqu'un qui me fout un peu du regard des autres vis-à-vis de ce qu'ils peuvent penser sur ça. Je me fous pas forcément du regard des autres sur les apparences, mais sur la façon de penser, je pense que je m'en détache assez. Et je me suis dit, après, faut bien que je trouve ma voie, donc allons-y et on verra bien. Donc quand même, pour revenir à ça, j'étais vraiment surprise du niveau. Le niveau, c'est pas un niveau de débile. Enfin, vraiment... faut apprendre des choses, sont pas bêtes quoi, vraiment. Donc la prochaine fois que vous allez chez le coiffeur, vous pouvez lui parler de biologie, il sera au taquet. Non, moi je suis nulle en biologie. Je pense que même un élève de lycée a un meilleur niveau que moi. Je fais un bac S, mais apparemment il m'a pas servi. Vraiment, à un moment, j'hésitais à prendre des études de diététicienne. J'ai vu, tu vois, j'ai tapé cours diététicienne, biologie. J'ai vu ça, j'ai fait oulala, ça pique. Je ne sais plus rien. Je vais pas y arriver. Tant pis. Mais c'est cool d'en parler un peu. Oui, en même temps, moi, j'aime un métier. Puis d'un coup, je me dis, oh tiens, ça pourrait m'intéresser. Si, en fait, il faudrait qu'on crée, les gars, avoir plusieurs métiers. Donc je sais qu'il y a slasher, mais genre avoir plusieurs métiers avec des temps plus petits, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de temps partiel. Parce que moi, j'aimerais du coup être avocate, actrice, chanteuse, podcasteuse. 4 métiers, voilà. Mais on n'a que 35 heures habituellement dans un métier, donc là, il faudrait découper en 4, 35. Voilà. Tu fais actrice et tu joues un avocat dans un film. Puis une podcasteuse, enfin tu vois, il y a de quoi creuser, hein. C'est possible. Hein. C'est pas mal ça, je vais m'enseigner sur ça. Je serai une très bonne avocate, je pense. Fictive. Je suis prête. Votre honneur. Bon, on est parti totalement loin. On est parti loin. Non, mais sinon, pour répondre à ta deuxième question sur les a priori aussi de passer une année avec des filles, ouais, ça c'est sûr que... Mais après, moi, j'en ai pas une mauvaise expérience parce que je suis quelqu'un qui m'adapte facilement. Donc, si je suis face à des filles... Puis tu sais, je me coupe toute seule, mais je pense à un truc... J'adore. Ouais, ma fille. Je pense à un truc, c'est que... dans une classe de CAP esthétique, t'as vraiment les filles qui passent leur temps à se remaquiller en classe, à se coiffer, enfin tu vois le genre. Et puis c'est le stéréotype que j'avais en fait, le stéréotype que tout le monde a. Et t'as des gens beaucoup plus simples comme moi, la fille qui va se lancer des fleurs. Je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de simple. Comme vous le voyez quand je le dis là. Non mais voilà, des gens qui sont beaucoup plus simples, qui sont pas... Enfin, il y avait des filles dans ma classe qui étaient pas maquillées, qui étaient simples, tout simplement. Donc... un peu comme dans toute classe, finalement, une classe classique, on va dire, où il y a des groupes qui se forment et faut choisir son groupe. T'as raison. T'as totalement raison, mais j'avais envie de parler de ça parce que c'est vrai que je pense qu'on est plein de stéréotypes et c'est important de savoir et de dissocier aussi parce que c'est ça, je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui font quelque chose dans leur métier. Par exemple, le maquillage ou tout ce qui tourne autour de l'esthétique, il y a plein de choses, mais qui vont pas forcément se l'appliquer à eux-mêmes. Même si forcément, il y a un lien entre ce que tu vas faire au quotidien pour toi et ce que tu vas faire au quotidien dans ton boulot. C'est quelqu'un qui, je sais pas, si tu prends des barres protéinées et que tu es commercial pour une marque de barres protéinées,
c'est sûr que si toi-même t'en manges, tu seras beaucoup plus expert que quelqu'un qui n'en mange pas. Pour le vendre, c'est plus facile. Ouais, évidemment. Non, mais complètement. Et par rapport à l'entrepreneuriat, puisque du coup c'est une vaste question, comment ça s'est mis en place? Parce que je suppose que, je vais pas biaiser la question. Ça a été quoi ta première réaction en voyant tout ce qu'il y avait à faire? Ou est-ce qu'au final tu t'es dit, il n'y a pas tellement de choses à faire pour être entrepreneur? Alors, honnêtement, de mes plus loints souvenirs, je me rappelle pas m'être dit « Oh mon Dieu, pourquoi je me suis lancée là-dedans? Il y a trop de trucs à faire. » Parce que honnêtement, donc c'était en statut auto-entrepreneur, maintenant on appelle ça micro-entrepreneur. C'est quand même hyper simplifié. D'autant plus qu'aujourd'hui, il suffit juste d'appeler, donc en fonction du cœur de métier que tu fais, soit la chambre des métiers, soit le CCI, donc c'est la chambre de commerce et d'industrie. Et puis tu leur dis bonjour, je veux être micro-entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut comme papier? Tu remplis des papiers qui sont totalement complètement bateaux, nom, prénom, enfin voilà, des trucs un peu basiques quoi, de l'administratif. Et pour la suite, pour après, le truc qui était le plus chiant, on va dire, désolé pour les gros mots entre guillemets. Ce qui était le plus pénible vraiment, c'était faire sa propre compta. Surtout que c'est un vrai casse-tête parce que ils veulent que tu fasses 46 000 cahiers de compta. C'est-à-dire que si la cliente te paye en espèces, tu dois tenir un cahier spécial espèces. Après, et en plus, les entrées et les sorties d'argent, si elle te paye en carte bleue, donc c'est pareil, entrée, sortie d'argent. Après, il faut un autre cahier avec mélanger les espèces et les chèques ou les cartes. Donc c'était tout ce truc qui était un peu débile parce que tu te dis, mais à quoi ça sert en fait? Tu réécris 4 fois les mêmes choses. Donc je dirais que c'était vraiment ça qui était un peu pénible. C'est un peu chronophage quoi. Surtout que à l'époque, donc comme j'étais prestation de service, j'avais une cliente toutes les heures. Donc j'avais à peu près 10 clientes différentes dans la journée. Donc je te laisse imaginer le truc bien galère à remplir. Tu t'organisais comment du coup? Tu le faisais tous les mois, toutes les semaines? Non, je le faisais vraiment en allant. J'essayais au mieux, j'essayais de le faire dans la journée. Et si vraiment j'avais pas le temps, je le faisais à la semaine. Mais sinon, tu t'en sors plus quoi. Tu dois garder tes factures. Enfin bref, c'est une mécanique qu'il faut mettre en place. Et de souvenir, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus difficile. Enfin difficile. Pas difficile en soi, mais c'était chronophage et c'est pas le truc le plus passionnant, surtout de réécrire 4 fois que Madame Machin, elle a fait telle prestation, facture numéro tant, qu'elle a payé tant avec tel chèque numéro tant, donc voilà. Mais bon, c'est un détail, n'est-ce pas? Du coup, t'as pas rencontré forcément d'autres freins quand tu t'es mis entrepreneur et quand tu l'as été? Honnêtement, non, pas tant que ça. Bon, tu vois, là, par exemple, donc j'ai été à mon compte pendant 5 ans, j'ai arrêté et je me suis remis à mon compte là pour les box. Le seul truc, c'est que je pense qu'il n'y a qu'en France où c'est comme ça. C'est-à-dire que tu remplis des choses. Donc en plus maintenant tout se fait sur Internet. Tu remplis des papiers sur Internet parce qu'ils te disent allez-y, faites tout sur Internet, c'est plus rapide, etc. Tu remplis ton dossier sur Internet et puis au bout de 3 semaines, t'as toujours pas de nouvelles. Donc t'appelles la chambre du commerce qui te dit non, on n'a rien reçu, vous êtes inscrite nulle part. Et là, tu te dis d'accord. Et donc, tu dois tout refaire finalement par papier. Et puis, au final, par papier, ça se fait en 2 jours. Et là, tu te dis, il n'y a pas un petit problème. Donc, voilà, tu vois, je dirais que c'est surtout ça. C'est les papiers administratifs français qui seraient, à mon avis, beaucoup moins compliqués ailleurs. Mais après, ce qui est difficile, c'est de se faire connaître. Ça, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, ça c'est hyper difficile. Moi j'ai commencé donc à domicile. C'était qui ta première cliente? Tu l'as connue comment? À l'époque, alors je sais pas si ça se fait encore, j'avais mis des annonces sur Le Bon Coin. Ça se fait encore, il me semble. Je pense que ça se fait encore, mais peut-être que maintenant t'es obligé de mettre un numéro SIRET alors qu'à l'époque il y avait plein de nanas qui faisaient ça et qui étaient pas déclarées. Honnêtement, je me rappelle,
je me souviens, alors c'est marrant parce que je me rappelle de l'appartement dans lequel j'étais, dans le premier appart. Mais pas de la personne. Mais pas de la personne. Mais tu sais que c'est hyper stressant parce qu'en fait, la personne prend rendez-vous. Donc souvent, c'est des rendez-vous par système de messagerie Le Bon Coin. Tu connais pas la personne, elle te donne une adresse, tu sais pas chez qui tu débarques. Ça, c'est hyper... franchement, ça pourrait tellement faire une histoire d'horreur, une anecdote. Honnêtement, c'est pas toujours évident. Et en même temps, moi, j'essayais de me rassurer en me disant, mais la personne en face, elle sait pas non plus qui elle invite chez elle. Donc, et ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Ah yes, j'allais te poser la question, c'est super. On adore les anecdotes. Je me rappelle de l'heure. J'avais rendez-vous chez une cliente à 11h dans un petit village et j'arrive en avance, genre à 10h45 et je me dis certes je suis en avance mais je vais pas poireauter dans ma voiture, je vais tout de suite sonner et je sonne. Donc la personne met un peu de temps à ouvrir la porte. Elle finit par ouvrir la porte. Donc elle entrouvre la porte. Je vois très rapidement qu'elle est nue, mais de la tête aux pieds, et elle est au téléphone. Et donc, elle bloque, et elle me fait signe de rentrer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Et en même temps, je sentais qu'elle était un peu gênée de m'ouvrir dans cette tenue-là. C'est Eyes Wide Shut, en fait. Non, carrément. Et assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, elle est au téléphone avec un opérateur téléphonique pour régler un problème de box, donc rien de bizarre. Sauf que je pense que cette personne soit sortait de sa douche, elle s'est dit tiens, il faut que j'appelle Orange et je m'habillerai plus tard, soit elle a l'habitude de traîner chez elle à poil, je n'en sais rien. Mais moment très très gênant, autant pour elle que pour moi, parce que là, je me suis dit mais en fait... je fais quoi ? Je rentre ou je fais demi-tour ? J'aurais dû attendre dans ma voiture, en fait. D'autant plus qu'elle m'a dit, elle m'a fait signe, je reviens, et elle s'est habillée à la vitesse de l'éclair où elle a enfilé un pull et, je me rappelle, c'était un pull et une jupe en jean. Donc vraiment, je me dis, mais pourquoi elle m'a pas fait attendre 2 secondes supplémentaires pour s'habiller ? Puis en plus, presque, est-ce qu'elle savait que c'était moi ? Ça aurait pu être n'importe qui ouvre à poil. Bah écoute, y a des gens qui le font. Donc n'ouvrez pas à poil, les gars, ça peut dégénérer. Ça ferait tellement, tu sais, une légende des frais d'horreur de Squeezie. N'ouvrez pas la porte nue. Oui, carrément. On ne sait pas qui se cache derrière. Non, mais alors que tu vois, moi, je suis pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Je veux dire, c'est pas une critique, je peux comprendre qu'elle ait fait ça, mais je suis plutôt moi peureuse, genre même quand je suis en pyjama, je suis un peu gênée, tu vois. Exactement, c'est ce que j'allais dire, même moi ouvrir en pyjama, je le ferais pas, j'oserais pas quoi. Et là tu te dis mais je pense qu'elle devait être vraiment dans un autre monde, elle était au téléphone, elle savait plus quoi faire et elle a été paumée, mais on n'en a pas trop reparlé, elle a repris un deuxième rendez-vous. Elle devait être super gênée en même temps. Et elle m'en a reparlé au deuxième rendez-vous en me disant vraiment désolée pour la dernière fois. Donc vraiment, je crois qu'elle a réalisé après comment elle avait ouvert. Et voilà, c'est tout, ça arrive. Mais je dirais que c'est le seul et unique truc vraiment qui a été assez marquant où tu dis mais qu'est-ce que je fais là ? Et je pense qu'elle a tellement été, elle s'y attendait tellement pas, certainement qu'elle avait noté l'heure, que du coup elle a réagi. Je pense que un peu tout le monde, tu sais, quand t'es face à une situation urgente, entre guillemets, tu te dis qu'est-ce que je fais ? Et du coup, parfois, ça t'arrive de faire des choses insensées. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là ? Mon cerveau ne fonctionne pas dans l'urgence. Ouais. Mais ça fait une sacrée anecdote quand même. C'est une belle anecdote. Et justement, je repars sur toujours le côté entrepreneuriat. Tu nous disais que tu avais beaucoup de clientes. Est-ce que ça n'a pas été dur ? C'est une question un peu financière, mais est-ce que ça n'a pas été dur d'en vivre au début ? Est-ce que tu as vu une amélioration ou est-ce qu'au final, ça s'est très vite stabilisé ? Oui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'au départ, on était un peu parti là-dessus sur le fait que c'était difficile de se faire connaître. Donc si c'est difficile de se faire connaître, c'est difficile de se faire de l'argent, n'est-ce pas ? Et donc j'ai commencé donc à domicile. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être pas évident pour réussir à se faire connaître. Et j'avais à l'époque, c'était pas une copine, mais c'est devenu une copine.
Donc c'était une esthéticienne chez qui j'avais aussi fait un stage que j'ai appelée et je lui ai dit ben voilà, je me suis mis à mon compte pour les ongles. Est-ce que tu accepterais que je vienne dans ton salon une journée dans la semaine pour plus essayer de me faire connaître par rapport à tes clientes? Et c'est pareil, Ophélie, je pense que tu écouteras ce podcast parce que je t'embrasse aussi, Ophélie, ne faisons pas de jalouse. Je suis toujours que je suis en pas un contact mec parce avec que ce elle. serait trop mal vu. Ouais, ça serait très mal vu. Avec MeToo, il dirait oula. Et clairement, c'est elle qui m'a aidé à me faire connaître. Enfin, sans elle, je crois que j'aurais peut-être arrêté au bout de 6 mois. Non, c'est pas vrai, pas au bout de 6 mois, parce que justement, je l'ai contactée au bout de 6 mois. Mais enfin voilà, au bout d'1 an, je pense que j'ai arrêté parce que se faire connaître, c'est hyper compliqué. Et là, vraiment, ça a été une porte ouverte dans le sens où, alors au début, c'était super dur parce que elle m'a dit OK. Donc moi, je me rappelle, c'était les mardis. Donc le premier mardi, en fait, l'idée, c'était d'aller voir toutes ses clientes et dire bonjour, voilà, je suis nouvelle. Et moi qui étais hyper timide, il fallait que je démarche les gens. Enfin, c'était super dur. Ça devait être horrible de te dire mais je n'ose pas. C'est compliqué oui. En plus d'aller vers les gens, même quand t'es pas timide, je pense. Oui, quand je pense. Quand t'es extraverti, c'est facile. Si t'as pas fait d'école de com, je pense qu'à partir de là, c'est difficile. Même en école de com, hein, j'avoue que moi, c'est plutôt avec l'âge où, tu vois, j'ai beaucoup plus de mal pour aller vers les autres maintenant que quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a une partie de toi aussi qui, tu vois, qui a pas intériorisé certaines choses et tout. Et quand tu grandis, tu rencontres d'autres gens et tu te dis « Ah, c'est peut-être malvenu, en fait ». Ouais, non mais complètement, tu te sens super mal à l'aise de dire coucou, viens faire les ongles avec moi. Bon, heureusement, elle était très avenante auprès de ses clientes, elle parlait de moi aussi naturellement. Et alors je pourrais plus dire comment ça s'est fait, mais je sais que ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que au début, j'étais une journée par semaine chez elle et puis après j'ai fini je faisais 6 jours sur 7, je crois 6 ou 7, non. Au début, j'étais à 6 jours sur 7 et après, j'ai fait 5 jours sur 7 non-stop à l'Institut. Donc, de ce fait-là, je lui sous-louais une pièce, je lui reversais un pourcentage, mais vraiment, ça a été... c'est ça qui a tout déclenché, quoi. C'est grâce à elle, après, que ça a décollé. Donc, un conseil, mais je pense que c'est dans tout domaine, finalement... Quand tu commences dans une entreprise, mais que ce soit en ligne ou en physique, mais en fait, faut aller démarcher, faire des espèces de collaborations avec d'autres personnes qui sont déjà installées, parce que clairement, c'est ce qui va t'aider à te faire connaître. Et en fait, c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui, surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se met à son compte, donc je crois que ça devient de plus en plus difficile. Non, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je te posais la question, parce que je me dis que parmi les gens qui nous écoutent, il doit quand même y en avoir pas mal, soit qui sont déjà à leur compte, qui viennent de s'y mettre ou qui vont s'y mettre. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Ouais, complètement. Et du coup, t'as pu vraiment vivre de ton activité à part entière au bout de combien de temps à peu près ? Sachant que t'avais ça. Je dirais au moins 1 an, voire 2 ans. Quand même, c'est très très long quand tu te mets à ton compte. Bon, après, ça dépend peut-être des métiers, mais honnêtement, j'ai plus de date en tête exactement, mais je sais que à peu près. Mais oui, faut compter minimum 1 an avant de commencer à pouvoir en vivre, voire survivre, quoi. Enfin, t'es content de pouvoir aller faire tes courses. Je sais plus, mais je sais plus exactement dans les dates, mais je me rappelle que pendant des mois, voire des années, je ne suis pas allée m'acheter des fringues parce que je pouvais pas. Et en fait, le jour où j'y suis allée, j'ai tellement dépensé que je me rappelle que je me suis dit, mais en fait, si j'avais été acheter juste une fringue une fois de temps en temps, ça revenait au même que tout ce que j'avais claqué, tellement j'en pouvais plus, tu sais. C'est le truc. C'est un peu les trucs de régime. Ouais, tu sais, quand tu te retiens et puis après d'un coup tu craques et tu manges tout ce que t'as dans ton placard à gâteaux et tu te dis mais pourquoi je vais être malade, ça n'a aucun sens.
Donc vaut mieux, voilà, je pense qu'il vaut mieux mettre de côté ou alors justement se faire un petit plaisir gustatif de temps en temps plutôt que de lâcher et tout comme ça. vestimentaire du coup. Ouais, c'est ça. Et mais du coup, tu te privais un peu. Enfin, comment ça se passait pour justement gérer ça? Est-ce que tu as des aides de l'État quand c'est comme ça? Parce que j'avoue que moi, je ne connais pas du tout. Sur la première année, t'as moins de charges que. Enfin, alors à l'époque, ça c'était dégressif, c'est-à-dire que en prestation de service de souvenirs, donc c'était pas vraiment l'État, c'était le RSI à l'époque, mais ça n'existe plus maintenant. On va dire que c'est un peu comme l'URSSAF qui te prenait normalement 25%, peut-être pas 25, mais genre 22% de ton chiffre d'affaires. Et donc la première année, comme j'avais moins de 25 ans, j'étais au chômage. Bon, j'étais au chômage, mais je touchais rien puisque je n'avais pas travaillé, n'est-ce pas? Enfin, voilà plein de critères. Tu redescendais à 6% pour la première année. La deuxième année, t'étais à 11%. Et puis la troisième, tu repartais sur les 22% comme tout le monde. Donc ça te permet petit à petit de pas claquer un quart... parce que c'est énorme, quoi. C'est quasiment un quart de son chiffre d'affaires c'est beaucoup. Qui est donné aux copains. On adore, quoi. C'est pour ça que c'est important je pense, de savoir tout ça et d'avoir quand même... Est-ce que toi, t'avais fait un business model, non, quelque chose comme ça? Mais pas du tout, parce que en fait, comme je le disais tout à l'heure, donc tu vois, c'était en 2012, donc c'était il y a 9 ans. Et en fait, on était... Enfin, déjà, Instagram venait peut-être à peine d'arriver. Et je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, sur Instagram, tu tapes entrepreneur, tout le monde te parle de business plan, de business model. Mais à l'époque, à aucun moment. Enfin, j'ai fait plein de choses que j'aurais fait certainement différemment en ayant toutes ces clés qu'on a aujourd'hui. Donc, je me suis lancée complètement à l'aveugle. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai faite quand même très consciencieusement, c'est que j'ai pris... alors, c'est là que je me dis que c'était vraiment très vieux, où j'étais pas du tout à la mode, mais je me souviens avoir pris l'annuaire. Je me rappelle avoir pris l'annuaire et avoir regardé toutes les personnes qui faisaient les ongles sur Amiens, les appeler les unes après les autres, faire genre que j'étais une cliente, leur demander leurs tarifs. Non, si je te jure que j'ai fait ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Non mais en vrai t'as raison, c'est une super idée. J'ai fait ça, je l'ai fait, j'ai contacté pareil toutes les filles qui étaient sur le Bon Coin et c'est comme ça que j'ai mis mes tarifs en fait. Et ton numéro a été blacklisté par la suite. Ouais, c'est on ça. dit la vérité. Et clairement, par rapport au temps que je passais, je demandais pas assez. J'étais genre à... Parce que j'ai très vite arrêté la résine et je me suis mis au semi-permanent et j'étais genre à 30 € pour un semi-permanent et tu mets 45 minutes, 1 heure et normalement dans l'esthétique t'es censé payer 1 € la minute. Je vais y arriver. Ouais, donc c'est pas du tout donc c'est pas le même prix. Ouais, voilà. Et puis en plus j'étais quand même j'avais fait attention d'utiliser des vernis qui étaient clean, qui tenaient bien, enfin pas mettre de la merde sur les ongles parce que c'est pareil, à l'époque tu pouvais mettre ce qu'on appelait de la résine à bateau sur les ongles des clientes sans scrupule. Donc voilà. C'est quoi de la résine à bateau du coup? Bah en fait, si tu veux, donc le fait de faire de la résine sur les ongles, c'est vraiment un mélange de poudre et de liquide qui est fait pour les ongles. Sauf que comme ça coûte cher, il y en a qui utilisent de la résine que tu mets normalement pour fabriquer les bateaux. Enfin, je sais pas à quoi exactement ça sert, mais c'est un truc qui n'a rien à voir pour les ongles. Horrible. Ah ouais, non mais il se passait des choses un peu folles, ouais. Enfin, les gens utilisaient n'importe quoi. Tu ne faisais pas ça et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça parce que c'est chaud quand même. Oui, enfin, vraiment, il y a enfin, c'est là que tu t'aperçois que l'évolution, elle a été assez rapide parce que maintenant, c'est pareil, pour être prothésiste ongulaire ou styliste ongulaire, donc c'est plus ou moins la même chose, t'es obligé d'avoir un CAP esthétique. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors avant, n'importe qui pouvait faire ça. Donc il y avait forcément des dérives. Voilà. C'est bon à savoir et c'est bien qu'il y ait eu ces changements quand même.
Donc du coup, tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait entreprendre d'être patient. Et quoi d'autre ? Honnêtement, être patient et pas forcément se prendre la tête justement sur tout ce qu'on entend aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as 36 000 podcasts, 36 000 comptes qui veulent aider... Je peux en témoigner. Voilà, qui veulent aider les entrepreneurs, et c'est bien en soi parce que ça donne plein de clés, sauf qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y a des personnes, à force d'avoir 36 000 conseils à droite à gauche, qui en fait ne font que écouter les conseils et n'appliquent jamais, ne se lancent jamais, parce qu'elles se disent mais c'est impossible, je sais pas faire un business plan, je sais pas quoi choisir comme business model. Donc en fait, il y a un moment donné, faut un peu se lancer. La preuve, c'est que à l'époque, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. J'ai juste pris mon téléphone et puis j'ai appelé les gens pour savoir combien coûtaient certaines prestations. Et j'ai mis mon annonce sur le Bon Coin et puis voilà, c'était parti. Donc vraiment, les conseils, faut pas se prendre la tête. Alors je sais que c'est pas évident, il y en a qui diraient mais c'est impossible, parce que on entend trop de faites attention, faut pas aller comme ça trop vite, etc. Mais vraiment, si on a puis il faut avoir l'envie. Faut vraiment avoir l'envie d'un métier plus que l'envie d'être entrepreneur aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai trop envie d'entreprendre, je sais pas quoi vendre, je vais vendre des chaises pliantes. » Alors que t'en as rien à faire des chaises pliantes. Enfin, il y a un moment donné, faut être un peu passionné par ce que tu fais et oui, le faire par passion et pas juste parce que tu te dis « Tiens, j'ai envie d'entreprendre, je vais vendre n'importe quoi. » Et du coup, passion et métier, pour toi, c'est deux choses indispensables ou parfois il faut dissocier les deux ? Moi, c'est passion métier, mais si j'essaie de répondre à la question en général, je pense qu'il faut être passionné un minimum en fait, parce que tu passes tellement de temps quand t'es à ton compte, tu y passes tellement de temps que si ça te passionne pas, il y a un moment donné où tu vas péter les plombs, tu vas pas réussir à te mettre dans le boulot, parce que c'est pareil, être à son compte, ça veut dire se fixer ses propres horaires, et voilà, si demain je me dis tiens, je vais vendre des chaussettes, sauf qu'en fait je mets jamais de chaussettes parce que je suis tout le temps en tongs. Parce que tongs chaussettes, ça va pas du tout. Ah, il y en a qui tentent, il y en a qui tentent. Et j'arriverai pas à me lever le matin en me disant ça y est, il faut que je trouve le bon coton ou la bonne laine pour faire ma chaussette, parce qu'en fait, j'en ai rien à faire. Donc pour moi, c'est hyper important d'être peut-être pas passionné du départ par le métier, mais il faut vraiment que ça soit faut que ça soit viscéral quand même un peu, hein. Je suis un peu contradictoire dans ce que je dis, non. Mais non, mais c'est normal, parce que moi aussi, on avait fait un épisode sur le travail et je disais, il faut être aussi passionné, il faut aimer ce que tu fais, mais en même temps, il faut pas non plus que la passion justifie certaines dérives, en fait. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, parce qu'en fait, déjà, quand tu es entrepreneur, c'est essentiel, mais je me dis déjà, est-ce que salarié aussi, toi, selon ce que tu as vécu, après, même si pour le coup, du coup, t'as été salarié, mais dans un autre domaine, est-ce que tu donnerais les mêmes conseils, en fait, par rapport à la passion ? Oui. Par rapport à mon expérience, oui, parce que donc moi, j'ai été pendant 5 ans styliste ongulaire, donc je faisais de la prestation de service. Après, je suis partie en salarié, mais dans le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, c'était pas ma passion, et je suis pas du tout. Et au-delà de la passion, quelqu'un qui est passionné par la mode, il y en a pas non plus énormément, mais c'est pareil, je suis pas quelqu'un qui va faire les magasins tous les samedis. Et donc très vite, c'était un métier. Alors j'étais pas juste conseillère de vente, j'étais responsable. Donc c'était quand même plus intéressant. Enfin pour moi, en tout cas, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Mais très rapidement, j'ai fait le tour parce que c'est bien, j'ai tout appris. La mode c'est bien, mais en même temps, j'étais pas passionnée. Et en plus, ce que je trouve pénible quand t'es dans le prêt-à-porter, c'est que moi, en l'occurrence, là où je travaillais, il fallait que tu sois habillé avec les vêtements de la marque.
Ça veut dire... Ça, je savais pas. Ça veut dire que du coup, je m'interdisais de regarder ce que faisaient les autres marques pour pas être tentée et me dire je vais pas pouvoir me l'acheter parce que comme je passe la plupart de ma vie au travail, je pourrais jamais le porter. Donc t'étais à la fois en fait vendeuse et acheteuse. C'est fou. Ouais. Et mannequin, du coup. Et mannequin, du coup. Également mannequin. On adore. Donc pour répondre à ta question de départ qui est... en gros, est-ce que même en tant que salarié, faut être passionné ? Moi, j'ai envie de te répondre oui parce que j'ai un fond je suis un peu quelqu'un de carriériste et qui adore. Pour moi, le travail c'est hyper important dans sa vie. C'est plus important, peut-être pas plus important que le reste quand même. Faut peut-être pas exagérer. Ça prend du temps en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. On est plus souvent au travail que chez soi. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être pas. Si t'es pas passionné, au moins que tu adores ce que tu fais. Donc, et ça t'arrive de faire un trop-plein de ta passion, un peu comme notre gâteau préféré qu'on mangerait tous les jours et qui finirait par nous écœurer au bout d'un moment ? Oui et non, parce que donc quand j'ai été styliste ongulaire, au bout de 5 ans, officiellement j'ai arrêté parce que j'avais une tendinite au pouce. Alors tout le monde me disait c'est dans la tête. Moi je disais non, c'est pas possible. J'adore ce que je fais, ça peut pas être dans la tête. Avec du recul, je me dis c'était peut-être un peu dans la tête et des fois j'ai encore des douleurs au pouce. Alors bon voilà, après le cerveau te fait dire ce qu'il veut aussi. Le mental peut effectivement influencer ton état physique. C'est ça. Alors admettons qu'il y ait eu un trop plein, quoi qu'il en soit, je suis revenue dessus. Parce que maintenant, certes, je ne fais plus les ongles physiquement aux gens, mais je leur apprends à faire du nail art à distance. Donc au final, il n'y a pas vraiment eu de trop-plein. Ça s'est transformé en fait, ta passion. Oui, je l'ai modifié. Je me suis dit, peut-être que j'en ai marre de faire les ongles aux gens. En physique, je vais leur apprendre différemment. Et en plus, là, le fait de faire des box de nail art, je me rends compte qu'il y a plein de choses à creuser. C'est-à-dire que là, actuellement, finalement, je cherche des produits, des vernis à mettre dans la box. Mais après, je peux carrément partir ailleurs. Bon, c'est pas du tout en projet, mais par exemple, demain, je peux me dire j'en ai marre de contacter des marques, je vais faire mes propres vernis. Donc, je pense que dans une passion, finalement, tu peux après ouvrir plein de portes pour pas rester enfermé dans le fait de faire toujours la même chose. C'est super intéressant cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on se cantonne souvent à une passion, alors qu'en fait, une passion, un domaine, une spécialité, ça se décline en tellement d'autres choses qu'on ne voit pas forcément et qui restent encore à construire pour nos futures générations. Je pense qu'on l'a vu pour tout. Les réseaux sociaux sont le premier exemple. Maintenant, on a des réseaux sociaux, on a un réseau social où tu peux échanger avec les gens en direct, leur parler, juste les écouter parler. Et ça, je pense à Clubhouse, par exemple. On n'aurait jamais pensé. Pourtant, c'était des choses que tu pouvais un peu faire via Facebook, mais que ça, on n'y aurait pas pensé. Et finalement, ça réinvente aussi mais complètement. Et puis, finalement, regarde, même dans un même réseau social, ils arrivent à se réinventer. C'est ça. Je veux dire, Instagram, j'ai l'impression que tous les 6 mois ou tous les 1 an, ils te sortent une nouvelle fonctionnalité. Donc, et je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Et il faut pas se prendre la tête à se dire, bon, ok, j'ai envie de vendre des chaussettes. Si un jour j'en ai marre de vendre des chaussettes, comment je pourrais le développer autrement ? En fait, non, te prends pas la tête. T'as envie de vendre des chaussettes aujourd'hui, vends tes chaussettes. Et petit à petit, il y a autre chose qui viendra, mais ça se fera naturellement. Ça me fait une transition parfaite pour la dernière question. Parfait. Parce que justement, je me demandais, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui se cherchent ? D'arrêter de se prendre la tête. En vrai, il y a un truc qui m'agace en ce moment, c'est qu'on entend parler partout de charge mentale. Et en fait, moi j'ai trop envie de dire, mais arrêtez de vous prendre la tête avec la charge mentale en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la mode de dire « Ouais, moi je suis une femme, j'ai des enfants, je dois faire la cuisine, tu te rends pas compte, la charge mentale. » Mais en fait, vis ta vie et arrête de dire que t'as une charge mentale parce que t'es une femme, parce que t'as des enfants. Donc c'est peut-être un peu dur, mais honnêtement, on n'a qu'une seule vie.
Et faut arrêter de se poser 36 000 questions. Si t'as envie de faire quelque chose, vas-y, tente. Après, je dis pas de sauter dans le vide et se dire on verra bien, mais faut y aller petit à petit, mais sans trop se poser de questions. Après, je sais plus exactement ta question exacte, mais j'espère y avoir répondu plus ou moins. Mais vraiment, c'est ça, c'est peut-être suivre ses intuitions. Après, tout le monde n'a pas forcément des intuitions, mais il faut y aller doucement, mais sûrement, et arrêter de croire qu'il y a un truc qui va te tomber sur la tête, parce que si ce fameux truc te tombe sur la tête, au moins tu seras fier d'avoir entrepris un petit bout de choses que tu avais envie de faire. Et il y aura toujours une solution. Exactement. Merci beaucoup, Maud, pour cet échange. C'était hyper intéressant de pouvoir avoir ta vision. Avec plaisir. N'hésitez pas à la retrouver, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je te laisse parler du nom également de ta box, parce que j'adore ce nom. Donc c'est la Caméléon Box. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook @caméléon, donc comme un caméléon mais avec un E, et box tout attaché, tout simplement, parce que pourquoi ce nom d'ailleurs? Parce que les ongles se confondent avec le quotidien, donc voilà d'où est venu ce nom de caméléon. C'est une super belle image. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et oui, voilà, principalement, de toute façon, je suis hyper active sur Instagram. Mais si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me faire coucou sur Facebook, je ne suis pas fermée. Et donc, si vous voulez voir aussi, j'en profite pour faire ma petite pub, tant qu'à faire. Profites-en. Si vous voulez voir toutes les box que je fais, vous pouvez retrouver ça sur mon site au même nom, donc www.caméléonbox.com. Et en plus, tu fais des collabs. Parfois, j'ai vu ta dernière collab et j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est hyper intéressant et il y a vraiment des jolies choses. Merci beaucoup Sophia pour ton invitation, ça me fait très très plaisir. J'étais vraiment très contente d'échanger sur le sujet et presque le temps passe trop vite, mais c'était vraiment cool. Merci à toi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.